J'ai passé 3 mois à sculpter un jeu d'échecs pour mon père, pour ses 60 ans, je l'ai retrouvé à la poubelle le lendemain matin, toujours emballé. La montre de mon frère, achetée en magasin, était à son poignet. Je n'ai rien dit. Je ne suis juste jamais revenu. Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, et je veux vous parler du moment où j'ai arrêté d'essayer de gagner l'amour de mon père. Pas parce que je manquais d'amour à donner, mais parce que j'ai finalement réalisé que je le versais dans un récipient sans fond. Et ce qui a finalement tout fait décliquer n'était pas une dispute dramatique ou une engueulade bruyante à Thanksgiving. C'était une poubelle, mais je me précipite. Laissez-moi remonter. J'ai grandi dans une petite ville près de Knoxville, Tennessee. Mon père, Gerald, était le genre d'homme qui croyait que l'amour était quelque chose qu'on gagnait, pas quelque chose qu'on vous devait. Il dirigeait une petite entreprise de construction, construisait des maisons de ses mains, et attendait de ses fils qu'ils soient faits du même bois. Mon frère aîné, Tran, avait 3 ans d'avance sur moi dans tout ce que mon père désirait chez un premier-né. Grand, athlétique, bruyant, confiant. Le genre de gars qui entre dans une pièce et la domine avant même de dire un mot. Ma mère, Jolene, était douce et bien intentionnée, mais elle avait cette façon de tout aplanir qui faisait que rien n'était jamais vraiment réglé. Elle était le tapis, et tous les problèmes de la famille étaient balayés juste en dessous. Et puis il y avait moi. J'étais plus calme. J'aimais les livres. J'aimais aussi construire des choses de mes mains, mais pas des maisons. Je sculptais. La sculpture sur bois, plus précisément. J'ai commencé quand j'avais environ 12 ans, après que mon grand-père, le père de ma mère, m'ait appris pendant une visite d'été. Papy Silas était un homme doux, patient, qui sentait le cèdre et le tabac à pipe, et il m'a montré comment prendre un bloc de bois et y trouver la forme qui s'y cachait. J'en suis tombé amoureux. À 16 ans, je faisais des choses qui impressionnaient vraiment les gens. Boîte à bijoux, figurines, pièces décoratives. C'était mon truc. Mon truc calme, étrange, apparemment peu impressionnant. Parce que voilà le truc. Mon père s'en fichait complètement. Jamais. Tran rentrait avec un trophée de football de seconde place et mon père dégageait une place sur le manteau de la cheminée. Je rentrais avec un ruban bleu de la foire d'État pour un aigle sculpté à la main et mon père disait « C'est bien, fiston », et retournait regarder le match. Je ne dis pas qu'il était cruel à ce sujet. Il traitait juste ma passion comme un passe-temps que je finirais par dépasser, comme collectionner des cailloux ou jouer avec des figurines. Pendant ce temps, les intérêts de Tran étaient traités comme le destin. Tran a intégré l'entreprise familiale juste après le lycée, a commencé à travailler avec papa, apprenant le métier, et en quelques années, ils formaient une équipe de 2. Ils allaient sur les chantiers ensemble, déjeunaient ensemble, rentraient, et parlaient affaires à la table du dîner pendant que je m'asseyais là, mangeant ma purée en silence. Ma mère disait parfois, Michael a eu un A à sa dissertation d'anglais, et mon père hochait la tête sans lever les yeux. Cool. Merci, papa. J'ai emménagé à 18 ans, j'ai trouvé un petit appartement, j'ai travaillé dans un magasin de bricolage la journée, et je sculptais la nuit. J'ai commencé à vendre des pièces en ligne et sur les marchés artisanaux locaux. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à moi. J'ai aussi commencé à apprendre les échecs à cette époque. J'avais toujours été intéressé par les jeux de stratégie, et les échecs sont devenus une chose méditative pour moi. Je jouais en ligne, j'étudiais les ouvertures, je perdais 1000 fois, et je m'améliorais lentement. Et quelque part en chemin, les deux passions se sont fusionnées. J'ai commencé à sculpter des pièces d'échecs. Mon premier jeu complet m'a pris environ 2 mois. C'était grossier, honnêtement. Les cavaliers ressemblaient plus à des chiens qu'à des chevaux, et les faux étaient bancals. Mais j'ai persévéré. À 25 ans, je faisais des jeux que les gens achetaient pour 4 cents et $500. Des commandes personnalisées, des jeux à thème, des plateaux de qualité de tournoi. J'avais même un petit cercle de fans en ligne. Les gens appréciaient le savoir-faire, le détail, la patience que cela demandait. Tout le monde, sauf mon père. J'apportais des pièces au dîner de famille. Je lui montrais des photos. Je lui parlais des commandes que j'avais décrochées. Il me faisait le même sourire mince et disait quelque chose comme « C'est joli, Michael. » Alors Tran, comment se passe le chantier des Henderson? Chaque fois. Comme si j'étais une coupure publicitaire entre les parties du spectacle qu'il voulait vraiment regarder. Tran, pour être juste, n'essayez pas activement d'être le favori.
Il l'était, tout simplement. C'était lui qui avait suivi les traces de papa, qui parlait sa langue, qui pouvait parler des murs porteurs et des permis autour d'une bière. Je parlais une langue complètement différente, et mon père n'a jamais pris la peine de l'apprendre. Mais j'ai continué à essayer. Chaque anniversaire, chaque fête des pères, chaque Noël, j'offrais quelque chose à mon père. Un cadre photo sculpté. Une boîte décorative pour son bureau. Un porte-manteau mural avec des détails sculptés à la main. Il disait merci, le mettait quelque part, et je ne le voyais jamais exposé. J'ai trouvé le porte-manteau dans le garage une fois, derrière une pile de pots de peinture. Le cadre photo était dans un tiroir à bazar. La boîte était sur une étagère dans le sous-sol, toujours emballée dans le papier de soie que j'y avais mis. Mais je continuais à me raconter le même mensonge. Peut-être que le prochain sera le bon. Peut-être que si je fais quelque chose de vraiment incroyable, il me verra enfin. Alors, quand le 60e anniversaire de mon père a commencé à approcher sur le calendrier, j'ai eu une idée. Le projet le plus ambitieux que j'ai jamais tenté. Un jeu d'échecs complet sculpté à la main. Pas n'importe quel jeu. Chaque pièce était conçue pour représenter quelqu'un de notre famille. Le roi était modelé d'après mon grand-père Silas, l'homme qui m'a tout appris. La reine était ma grand-mère. Les fous étaient mes parents. Les cavaliers étaient Tran et moi. Les tours représentaient les deux maisons familiales, notre maison d'enfance et la cabane de grand-père. Les pions étaient sculptés pour ressembler à des outils, chacun différent, représentant les métiers et les compétences sur lesquels notre famille était bâtie. Marteau, scie, ciseaux, clé. J'y ai passé 3 mois. 3 mois à rester éveillé jusqu'à 2 heures du matin, à poncer, façonner, détailler. J'ai fini chaque pièce à la main avec de l'huile de lin. J'ai construit le plateau en noyer et en érable, alternant les cases avec des joints précis qui auraient rendu fier un ébéniste. J'ai même doublé l'intérieur de la boîte de velours et gravé une petite plaque de laiton sur le couvercle qui disait « Pour papa, 60 ans à construire des choses qui durent. » Avec amour, Michael. Je l'ai soigneusement emballé dans du papier craft brun et noué avec de la ficelle. J'ai conduit chez mes parents la nuit de la fête, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Un espoir réel, stupide, vulnérable. Le genre qui te fait te sentir comme un enfant, même quand tu sais mieux. La fête était agréable. Ma mère avait tout organisé. Des guirlandes, un gâteau de la pâtisserie du centre-ville, une playlist des chansons country préférées de mon père. Une trentaine de personnes étaient venues. Des voisins, des gars des chantiers, quelques cousins. Tran était là avec sa femme, Candace, et leurs 2 enfants. Je suis arrivé seul. J'étais célibataire depuis environ 1 an, ce qui était une autre chose sur laquelle mon père aimait commenter. Tu trouverais une fille si tu laissais tomber le papier de verre de temps en temps. Hilarant. Quand est venu le temps des cadeaux, Tran y est allé le premier. Il a donné une boîte à papa, et à l'intérieur il y avait une montre. Une belle, certes. Une Seiko, probablement 2 cents. Le visage de mon père s'est illuminé comme si Tran lui avait remis l'acte de propriété d'une maison de campagne au bord du lac. Il l'a mise tout de suite, a levé son poignet, l'a montré à tout le monde. Ça, c'est une montre, a-t-il dit. Mon garçon sait ce que j'aime. Puis ce fut mon tour. J'ai donné la boîte emballée. Elle était lourde. Mon père l'a prise, l'a soupesée, et l'a déballée lentement. Il a ouvert le couvercle. Il a regardé le jeu d'échecs. Il a regardé les pièces. Il a pris le roi, l'a retourné, l'a reposé. Et il a dit, HM, c'est quelque chose. Puis il a refermé le couvercle, l'a posé sur la table à côté des assiettes à gâteau, et a dit, qui veut une autre bière? C'était tout. C'était la réaction à 3 mois de ma vie. Sculptée dans le bois et offerte sur une prière doublée de velours. HM, c'est quelque chose. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai souri. J'ai bavardé. J'ai regardé mon père montrer sa nouvelle montre à tous ceux qui passaient. Et puis je suis rentré. Je me suis assis dans mon camion dans l'allée pendant un moment. Je n'ai pas pleuré. J'en avais fini de pleurer à ce sujet. Je me sentais juste vide. Comme si quelqu'un avait tout retiré de moi et laissé la coquille sur le siège conducteur. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire est arrivé le lendemain matin.
Je suis retourné chez mes parents le lendemain matin parce que j'avais oublié ma veste sur le dossier d'une chaise de cuisine. Il était tôt, peut-être 7h30. Je pensais y aller, la récupérer, peut-être prendre un café avec ma mère si elle était levée. Simple. Aller et venir. Rien de grave. Je suis entré dans l'allée, et la première chose que j'ai remarquée, ce sont les poubelles. Elles étaient sur le trottoir car la collecte était ce matin-là. Rien d'inhabituel. Mais quelque chose a attiré mon regard. Posé sur le bac de recyclage, légèrement incliné, il y avait un sac en papier brun. Et dépassant de celui-ci, un coin de papier craft brun. Le même papier craft dans lequel j'avais emballé le jeu d'échecs. Je suis descendu du camion et j'ai marché vers lui comme si mes jambes bougeaient d'elles-mêmes. J'ai ouvert le sac. Le voilà. Le jeu d'échecs. Toujours emballé. La ficelle était toujours nouée. Il ne l'avait même pas rouvert après la fête. Il l'avait juste retiré de la table et jeté avec les assiettes en carton et les serviettes usagées. 3 mois de travail. Des heures et des heures de sculpture, de ponçage, de finition, de gravure. Une histoire de famille rendue en bois. Assise dans la poubelle à côté d'une canette de bière écrasée et d'une assiette en carton maculée de givrage. Je suis resté là à le regarder. Le camion poubelle était à peut-être 2 pâtés de maison. Je l'entendais grincer et biper en se frayant un chemin dans la rue. Dans environ 5 minutes, tout cela aurait été compacté et transporté à la décharge, et je ne l'aurais jamais su. Je l'ai ramassé, je l'ai tenu, puis j'ai regardé la maison. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir mon père assis à la table, buvant son café, portant la montre de Tran. Il ne m'avait même pas vu dans l'allée. Je suis rentré chez moi en silence complet, et apporté le jeu d'échecs à l'intérieur, l'ai posé sur mon établi, et me suis assis par terre. Je suis resté assis là longtemps. C'était la dernière fois que j'allais chez mes parents. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai pas envoyé de SMS dramatique ou posté quelque chose de passif-agressif sur les réseaux sociaux. J'ai juste arrêté de venir. Ma mère a appelé la semaine suivante pour demander si je venais au dîner du dimanche. J'ai dit que j'étais occupé. Elle a appelé la semaine d'après. J'ai dit que je travaillais sur une commande. La 3e semaine, elle a appelé, et j'ai laissé tomber en messagerie vocale. Finalement, les appels se sont ralentis. Elle m'envoyait des textos de temps en temps, les choses habituelles. Tu me manques chérie, ou papa fait griller des steaks ce week-end si tu veux passer. Je répondais par quelque chose de court et évasif. Ça a l'air bien, on verra. Je n'y suis jamais allé. Tran a appelé une fois, environ 1 mois plus tard. Salut mec, maman dit que tu as disparu. Tout va bien? Je lui ai dit que oui, j'étais juste débordé par le travail. Il a dit, ok, ne sois pas un étranger. Et c'était la fin de la conversation. Il n'a pas insisté. Il n'a plus demandé. C'était Tran. Il se souciait, mais pas assez pour être dérangé par ça. Ce qui m'a tué, ce que je n'arrêtais pas de retourner dans ma tête comme un caillou dans un tambour, c'est que personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a dit, Michael, il s'est passé quelque chose? Tu es contrarié par quelque chose? Personne n'a relié les points. Personne n'a remarqué que j'étais parti discrètement de la fête et que je n'étais jamais revenu. C'est à quel point j'étais invisible dans cette famille. On ne peut pas manquer ce qu'on n'a jamais vraiment vu. Environ 6 semaines après l'anniversaire, ma mère est finalement venue à mon appartement. Elle a apporté une casserole, parce que bien sûr elle l'a fait. La solution de Jolène à chaque crise émotionnelle était un plat de poulet et de riz de 9x13. Elle s'est assise sur mon canapé et m'a demandé ce qui se passait. Pourquoi je n'étais pas là? Étais-je malade? Étais-je en difficulté? Je lui ai presque tout dit. Les mots étaient juste là. J'ai trouvé le jeu d'échecs à la poubelle, maman. Il l'a jeté. Il ne l'a même pas rouvert. Mais j'ai regardé son visage, et j'ai su exactement ce qui allait se passer. Elle aurait ce regard doux et douloureux. Elle dirait quelque chose comme « Oh chérie, je suis sûr qu'il ne voulait pas dire ça comme ça. Tu connais ton père. Il n'est pas doué pour s'exprimer. » Et ensuite, elle rentrerait chez elle et dirait à mon père que j'étais contrarié, et il lèverait les yeux au ciel et dirait que j'étais sensible, et rien ne changerait. Rien ne changeait jamais. Alors, au lieu de cela,
j'ai dit, je vais bien, maman. Je me suis juste vraiment concentré sur mon travail. J'ai beaucoup de commandes qui arrivent, et j'essaie de construire quelque chose ici. Elle a semblé satisfaite. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'elle m'aimait, et a laissé la casserole sur le comptoir. Je l'ai mangée sur 3 jours. C'était bon. La cuisine de ma mère n'a jamais été le problème. Voici ce que je ne lui ai pas dit. J'avais découvert autre chose pendant ces 6 semaines. Quelque chose que j'ai découvert entièrement par accident en vie dans la cabane de mon grand-père. Papy Silas était décédé environ 4 ans plus tôt, et la cabane était restée presque intacte depuis. Ma mère m'avait demandé d'y aller et de voir ce qui devait être fait avant qu'il ne décide de la vendre. Alors j'y suis allé. La cabane était exactement comme je m'en souvenais. Ça sentait le cèdre et la poussière. Ses outils étaient toujours sur l'établi. Ses livres étaient toujours sur les étagères. Et au fond du placard de sa chambre, à l'intérieur d'une vieille boîte, j'ai trouvé une pile de papier. Des lettres, la plupart. Mais enfoué dans la pile, il y avait un document que je n'avais jamais vu auparavant. Le testament du grand-père Silas. Pas celui officiel qui avait été déposé auprès de la succession. Celui qui laissait tout à ma mère et à sa sœur, tante Della. C'était une version antérieure, une ébauche manuscrite avec une note attachée qui disait « Version mise à jour chez l'avocat, août 2019 ». Dans cette ébauche, le grand-père Silas avait rédigé une disposition spécifique. La cabane et les 5 acres sur lesquels elle se trouvait devaient m'aller, directement à moi, pas à la succession. Pas à partager. Pas à vendre. À Michael. Parce que, et je cite de mémoire, c'est le seul qui ait jamais aimé cet endroit comme moi. Et c'est le seul qui en prendra soin. Je me suis assis sur le bord du lit de grand-père et j'ai lu cette ligne 4 fois. Le seul qui ait jamais aimé cet endroit comme moi. Mon grand-père m'avait vu. Il m'avait vu quand personne d'autre ne le faisait. Et il avait essayé de s'assurer que j'aurais cet endroit. Mais quelque part entre cette ébauche et la version finale, cette disposition a disparu. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas si ma mère ou tante Della l'en avait dissuadé. Ou si l'avocat avait simplifié les choses. Ou si grand-père avait changé d'avis. Mais la cabane était désormais techniquement celle de ma mère, et elle parlait de la vendre. Cette découverte a fait quelque chose en moi. Elle a ouvert une porte que j'avais gardée fermée, car il ne s'agissait plus seulement du jeu d'échecs. Il s'agissait d'une vie entière passée à être négligée. Une vie entière à être le discret, l'étrange. Celui dont les passions ne comptaient pas parce qu'elles ne venaient pas avec un trophée ou un salaire dont mon père pouvait se vanter au bar. Il s'agissait de regarder Tran recevoir les feux de la rampe, les éloges, l'attention, l'héritage de l'approbation de mon père, pendant que je recevais des tapes sur la tête et des pensées secondaires. Et maintenant, je regardais le seul endroit qui m'ait jamais semblé être chez moi, la cabane où mon grand-père m'a appris à sculpter, l'endroit où quelqu'un a finalement dit « tu es assez ». Être mis en vente pour que ma mère puisse partager les bénéfices avec tante Della et probablement en donner la moitié à Tran pour des dépenses professionnelles. Quelque chose a changé en moi pendant ces semaines. Je n'étais pas exactement en colère. J'étais juste las. Las de jouer un rôle. Las de passer des auditions pour un rôle dans lequel je ne serais jamais choisi. Las de croire que si j'essayais plus fort, aimais plus fort, sculptais plus joliment, quelqu'un dans ma famille finirait par se retourner et dire « Eh, on te voit ». J'ai commencé à faire un plan. Pas un plan de vengeance. Pas au début. Juste un plan pour prendre soin de moi pour une fois. Pour arrêter d'attendre la permission de compter. Et la première étape a été de comprendre ce qui était arrivé aux souhaits originaux de mon grand-père pour cette cabane. Parce que si Silas voulait que je l'aie, alors peut-être, juste peut-être, je pourrais encore y arriver. Et si ma famille avait un problème avec ça, eh bien, il devrait d'abord me remarquer. Les quelques mois suivants ont été les plus solitaires et les plus productifs de ma vie. Je me suis plongé dans mon travail comme un homme possédé. Pas parce que je fuyais quelque chose, bien que je le faisais probablement, mais parce que pour la première fois, je construisais quelque chose entièrement pour moi, sans regarder par-dessus mon épaule pour voir si quelqu'un regardait. Ma boutique en ligne se portait bien auparavant. Quelques commandes par mois, quelques commandes personnalisées, principalement des jeux d'échecs et des pièces décoratives. Mais j'avais toujours été réservé. Je fixais des prix trop bas parce que je ne pensais pas que les gens paieraient ce qu'ils valaient vraiment.
J'ai refusé des opportunités parce qu'elles semblaient trop grandes ou trop risquées. J'ai joué petit parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Michael ne prend pas de place. Michael est le discret. Michael s'assied à la table et mange sa purée. Plus maintenant. J'ai refait mon site web. J'ai investi dans de meilleures photographies pour mes pièces. J'ai augmenté mes prix, et je vais être honnête, j'ai retenu mon souffle la première fois que j'ai mis en vente un jeu d'échecs pour $1200. Mais il s'est vendu en 3 jours. Puis j'en ai fait un autre, et je l'ai mis en vente pour $1500. Il s'est vendu en 1 semaine. J'ai commencé à recevoir des demandes de collectionneurs, de décorateurs d'intérieur, même d'un gars qui dirigeait une boutique de cadeaux haut de gamme à Nashville. Il voulait vendre mon travail en consignation. J'ai dit oui. Au 2e mois, je gagnais plus d'argent grâce à la sculpture que je n'en avais jamais gagné dans aucun emploi. Pas encore l'argent qui change la vie, mais de l'argent réel. Suffisamment pour quitter le magasin de bricolage. Suffisamment pour sentir que peut-être, cette chose que l'on m'avait dit être un passe-temps idiot était en fait quelque chose de spécial. Imaginez un peu. La chose que mon père a dédaignée comme du papier de verre et de la sueur se transformait en une entreprise légitime. J'ai aussi commencé à aller à la cabane les week-ends. Pas officiellement. Ma mère ne l'avait pas encore vendue. Elle et tante Della discutaient encore pour savoir si elle devait la mettre en vente ou la louer. Donc, elle est restée là, vide. Je conduisais le samedi matin, j'entrais avec la clé que grand-père m'avait donnée des années auparavant, et je travaillais à son établi. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui me centrait. L'odeur du bois, la lumière traversant la fenêtre au-dessus de l'établi, le son de rien d'autre que des oiseaux dans mes propres mains qui travaillaient. J'avais l'impression que grand-père était toujours là, debout derrière moi, disant « Ralentis Michael. Laisse le bois te dire ce qu'il veut être. » Pendant un de ces week-ends, j'ai rencontré Élise. Elle vivait à environ 1 kilomètre de la cabane, dans une petite maison avec un jardin qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. J'avais dépassé sa maison 100aine de fois quand j'étais enfant, mais je n'avais jamais prêté attention. Élise était dehors quand je suis passé, luttant avec un poteau de clôture qui s'était détaché lors d'une tempête. Je me suis arrêté pour aider parce que c'est ce qu'on fait sur une route de campagne. On ne fait pas juste signe et on continue. Elle avait 30 ans, était vétérinaire et travaillait dans un cabinet pour grands animaux à environ 20 minutes de là. Cheveux sombres, yeux gentils, et cette façon de parler directe, mais jamais dure. Elle m'a remercié pour le poteau de clôture, m'a offert un verre de thé glacé, et nous avons fini par nous asseoir sur son porche à parler pendant 2 heures. Je lui ai parlé de sculpture. Elle m'a parlé d'un cheval qu'elle avait sauvé la semaine précédente et que tout le monde avait abandonné. Nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous n'avons pas parlé de poubelles, de jeux d'échecs ou de fils invisibles. Nous avons juste parlé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait vraiment. Nous avons commencé à nous voir régulièrement après cela. Rien de dramatique, pas de grands gestes romantiques. Juste des dîners, des promenades, de longues conversations. Elle est venue à la cabane un jour et m'a regardé travailler. Elle n'a rien dit pendant environ 20 minutes, juste assise là à observer. Puis elle a dit, « Tu disparais quand tu sculptes, comme si tu allais ailleurs. » C'est beau à voir. Personne ne m'avait jamais rien dit de tel. Personne n'avait jamais regardé ce que je faisais et appelé ça beau. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes un moment après ça. Pendant que ma vie personnelle fleurissait tranquillement, je faisais aussi des recherches. J'avais apporté l'ébauche manuscrite du testament de grand-père à un avocat nommé Sullivan Pratt. Sullivan était un avocat spécialisé dans les successions, semi-retraité, qui dirigeait un petit cabinet dans une maison transformée au centre-ville. Il avait les cheveux blancs, un nœud papillon, et l'attitude d'un homme qui avait vu tous les conflits familiaux que le système juridique pouvait produire. Je lui ai montré le document et j'ai expliqué la situation. Il l'a étudié attentivement, a posé des questions, a fait des copies, et ensuite il m'a dit quelque chose qui a tout changé. L'ébauche manuscrite que j'avais trouvée n'était pas juste une version approximative. Elle était datée et signée. Et selon Sullivan, il y avait des motifs pour argumenter que le testament final, celui qui avait été déposé, ne reflétait pas correctement l'intention de grand-père concernant la cabane. Plus précisément, il y avait une note dans la marge de l'ébauche qui disait « Cabane à Michael, séparée de la succession ». Discuter avec Della, elle est d'accord.
Si tante Della avait effectivement accepté cette disposition, et qu'elle avait été supprimée sans documentation appropriée d'un changement d'intention, il pourrait y avoir une base légale pour contester la distribution. Je tiens à être clair ici. Je n'essayais pas d'escroquer ma mère ou tante Della de quoi que ce soit. La succession avait d'autres actifs, des économies, quelques investissements, les produits de la vente du camion et de l'équipement de grand-père. La cabane et les terres en faisaient partie, mais pas la majorité. Ce que je voulais, c'était ce que grand-père voulait. Que la cabane soit mienne. Que l'endroit où j'ai appris qui j'étais reste entre les mains de quelqu'un qui s'en souciait. Sullivan m'a dit que ce ne serait pas facile. Les contestations de succession le sont rarement. Mais il a aussi dit que le document manuscrit, combiné à toute preuve corroborante de l'intention de grand-père, pourrait constituer un argument solide. Il m'a demandé s'il y avait quelqu'un qui pourrait confirmer que grand-père voulait que la cabane m'aille. J'ai réfléchi, puis je me suis souvenu de quelque chose. Le voisin de grand-père, un charpentier retraité nommé Harlan Bogg, avait été son ami le plus proche pendant 40 ans. Ils avaient construit une clôture ensemble, partagé des outils, surveillé leurs propriétés l'un pour l'autre quand l'un d'eux voyageait. Si quelqu'un connaissait les souhaits de grand-père, ce serait Harlan. Alors je suis allé le voir. Harlan avait 82 ans et était vif comme un rasoir. Il vivait dans une petite maison en briques à environ un quart de mile de la cabane, avec un atelier à l'arrière qui faisait ressembler le mien à une boîte en carton. Quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé, il n'a pas semblé surpris. Il s'est adossé à sa chaise et a dit, « Ton grand-père en parlait tout le temps. Il disait que la cabane était pour toi. Il disait que tu étais le seul dans la famille à comprendre ce que signifiait faire quelque chose de ses mains. Il était très clair à ce sujet. Je lui ai demandé s'il serait prêt à le mettre par écrit ou à témoigner si nécessaire. Il m'a regardé un long moment et a dit, « Mon fils, ton grand-père était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Si ses souhaits se sont perdus dans le shuffle, je ferai tout ce qu'il faut pour rétablir la situation. » J'ai conduit chez moi cette nuit-là en ressentant quelque chose d'inconnu. Pas de l'espoir exactement. J'avais été brûlé par l'espoir auparavant. C'était plutôt un élan. Comme si j'étais resté immobile pendant 32 ans et que j'avais enfin commencé à bouger. L'entreprise se développait. Élise était dans ma vie. Sullivan travaillait sur la question de la cabane. Et pour la première fois, je ne construisais pas quelque chose pour impressionner mon père. Je construisais quelque chose pour moi. Pendant ce temps, ma famille n'avait rien remarqué de tout cela. Ma mère envoyait toujours des textos occasionnellement. Tran m'envoyait un mème toutes les 2 semaines. Mon père ne m'a pas contacté du tout. Pas une seule fois. J'étais absent de leur vie depuis près de 4 mois, et l'homme n'avait pas décroché le téléphone une seule fois. Ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place. Mais voilà le truc avec le fait d'être invisible toute sa vie. Quand on sort enfin de l'ombre, personne ne voit venir. Et ce qui arrivait ensuite, eh bien, disons que personne dans ma famille n'y était préparé. Moins encore mon père. 5 mois après la fête d'anniversaire. 5 mois de silence, de croissance et de préparation discrète. C'est à ce moment-là que tout a commencé à converger d'une manière qui semblait presque écrite par l'univers. Si vous croyez au karma, c'est la partie où vous commencez à hocher la tête. Sullivan travaillait en coulisses, rassemblait la documentation, déposait les motions nécessaires pour contester la distribution de la succession concernant la cabane. Il avait obtenu une copie du testament final du tribunal des successions, et lorsqu'il l'a comparé côte à côte avec l'ébauche manuscrite que j'avais trouvée, concernant la cabane. Il avait obtenu une copie du testament final du tribunal des successions, et lorsqu'il l'a comparé côte à côte avec l'ébauche manuscrite que j'avais trouvée, il y avait une divergence claire. Le testament final ne mentionnait pas que la cabane m'allait. Il mettait simplement tout dans la succession, partagée équitablement entre ma mère et tante Della. Mais l'ébauche manuscrite, datée seulement 3 semaines avant la version finale, me désignait explicitement comme le bénéficiaire de la cabane et des 5 acres environnants. Sullivan a également découvert quelque chose d'intéressant. L'avocat qui avait préparé le testament final, un certain Gentry Moss qui avait depuis pris sa retraite, avait des notes dans son dossier qui faisaient référence à une conversation téléphonique avec ma mère. Les notes étaient brèves, mais révélatrices. Elle disait, « Jolene a appelé. Simplification de la distribution discutée. Supprimer les legs spécifiques, tout partager équitablement. » C'était tout. Un appel téléphonique.
Ma mère avait appelé l'avocat et lui avait demandé de simplifier le testament, ce qui a effectivement annulé le souhait spécifique de mon grand-père que je reçoive la cabane. Maintenant, je veux faire une pause ici parce que je sais ce que vous pourriez penser. Peut-être que ma mère ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle pensait que simplifier était juste plus facile. Et peut-être que c'est vrai. Mais voici ce qui me dérangeait. Elle savait. Elle devait savoir. Grand-père en parlait à des gens de ses projets pour la cabane. Arlan savait. Tante Della semblait savoir. Il n'y a aucun moyen que ma mère n'ait pas su que son propre père voulait que cette cabane revienne à son petit-fils. Et elle a laissé cela être effacé par un appel téléphonique. Que ce soit intentionnel ou négligent, cela n'a pas vraiment d'importance quand le résultat est le même. Sullivan a déposé une requête auprès du tribunal des successions pour rouvrir la distribution de la succession et a présenté le document manuscrit, la déclaration sous serment d'Arlan et les notes de l'avocat comme preuve. Il m'a prévenu que ma famille serait informée dans le cadre de la procédure. Je lui ai dit que j'étais prêt. Pendant que les rouages judiciaires tournaient, quelque chose d'autre s'est produit. Mon entreprise a explosé. Pas progressivement. Explosivement. Une blogueuse lifestyle avec environ 2 millions d'abonnés avait acheté un de mes jeux d'échecs comme cadeau pour son mari et avait posté une vidéo de déballage. Elle a passé 4 minutes à la caméra à s'émerveiller des détails, à retourner chaque pièce, à passer ses doigts sur le plateau. La vidéo a obtenu plus de 800 000 vues en une semaine. Ma boîte de réception a débordé. J'avais plus de commandes que je ne pouvais en honorer. J'ai dû mettre en place une liste d'attente. En 2 semaines, j'ai été contacté par un producteur d'une émission d'artisanat régional sur la télévision publique. Il voulait me présenter dans un segment sur les artisans du bois. J'ai dit oui. Ensuite, une galerie à Asheville m'a contacté pour exposer une collection de mes pièces lors de leur exposition annuelle d'objets faits main. J'ai dit oui aussi. Ensuite, et c'est celle qui me fait encore secouer la tête, j'ai reçu un email d'un représentant d'un acteur très connu. Je ne citerai pas de nom, mais disons simplement que cette personne a joué dans plusieurs blockbusters et collectionne apparemment des jeux d'échecs faits main. Il voulait une commande personnalisée. Le budget qu'ils ont indiqué était supérieur à ce que j'avais gagné pendant certaines années entières de ma vie. Élise était là à travers tout cela. Elle ne l'a jamais fait tourner autour d'elle. Elle n'a jamais dit « je te l'avais bien dit », parce qu'elle n'avait jamais eu à le faire. Elle s'est contentée de venir, de m'aider à emballer les commandes, d'organiser mon calendrier d'expédition, et de me forcer occasionnellement à arrêter de travailler et à dîner comme un être humain. Un soir, elle m'a regardé à travers la table et a dit « Tu sais que tu mérites tout ça, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je commençais à le croire. Elle a dit « Bien, parce que je ne vais nulle part, et je refuse de sortir avec quelqu'un qui ne connaît pas sa propre valeur. » Je voudrais que le compte rendu mentionne que je ne me suis pas ému à ce moment-là. Je ne me suis absolument pas excusé pour aller vérifier quelque chose dans l'atelier pendant que mes yeux étaient peut-être un peu poussiéreux. Donc, me voilà. Mon entreprise en plein essor, une femme qui me voyait vraiment, une affaire juridique en cours, et une vie qui commençait enfin à ressembler à quelque chose que j'avais construit exprès plutôt qu'à quelque chose qui m'était arrivé par accident. Et puis ma mère a appelé. Pas un texto cette fois. Un appel. J'ai décroché parce que ça faisait un moment, et, malgré tout, elle était toujours ma mère. Michael, nous devons parler. Sa voix était tendue. Pas en colère exactement, mais tendue. Comme si elle essayait très fort de rester calme. J'ai reçu une lettre d'un avocat concernant la cabane de ton grand-père. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? J'ai gardé ma voix égale. J'ai trouvé un document dans la cabane de grand-père. Une version manuscrite de son testament qui dit que la cabane devait m'aller. Je l'ai emmené chez un avocat et il est d'accord, il y a une revendication valable. C'est ce qui se passe. Silence. Puis, Michael, tu ne peux pas faire ça en douce comme ça. C'est une affaire de famille. J'ai failli rire. Une affaire de famille? Maman, je suis absent depuis 5 mois. Papa ne m'a pas appelé une seule fois. Tran m'envoie des mèmes. Tu envoies des casseroles. Personne dans cette famille ne m'a posé une seule vraie question sur ma vie depuis des années. Alors pardonne-moi si je n'ai pas envie de soumettre les décisions importantes de ma vie au comité familial. Elle est devenue silencieuse après ça. Je pouvais entendre sa respiration. Puis elle a dit,
ton père est très contrarié par la cabane. Par tout ça. Il dit que tu as été distant et irrespectueux. J'ai serré le téléphone si fort. J'ai été surpris qu'il ne se soit pas fissuré. Distant et irrespectueux. L'homme qui a jeté un travail de 3 mois d'amour sans même y regarder 2 fois pense que je suis irrespectueux. L'homme qui n'a pas composé mon numéro depuis 5 mois pense que je suis distant. Maman, je dois y aller. L'avocat s'occupera des affaires juridiques. Si papa veut me parler, il connaît mon numéro. Elle a dit quelque chose d'autre, mais j'étais déjà en train de retirer le téléphone de mon oreille. Je suis resté assis là un moment, respirant. Élise est entrée et s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur mon bras et a attendu. Après quelques minutes, j'ai dit, ils vont faire de moi le méchant de cette histoire. Elle a dit, alors laisse-les. Tu sais qui tu es. 2 jours plus tard, Tran a appelé. Cette fois, il n'était pas décontracté. Mec, qu'est-ce que tu fais? Maman panique. Papa parle de prendre son propre avocat. Tu vas vraiment poursuivre la famille pour une cabane? J'ai dit, je ne poursuis personne, Tran. Je demande ce que grand-père voulait que j'aie. Il y a un document qui le prouve. Il y a un témoin qui le confirme. Et il y a des notes de l'avocat d'origine qui montrent que la disposition a été supprimée après que maman ait appelé et demandé à simplifier le testament. Je n'invente rien. Tran a été silencieux pendant une seconde. Puis il a dit, écoute, mec, même si c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup de déchirer la famille? Et voilà. La question que tous les boucs émissaires de la famille se posent. Est-ce que ça vaut le coup de déchirer la famille? Comme si la famille n'était pas déjà déchirée. Comme si les déchirures étaient là bien avant que je ne trouve un jeu d'échecs à la poubelle. Comme si être ignoré pendant 32 ans était d'une manière ou d'une autre moins destructeur que de demander ce qui m'appartenait légitimement. J'ai dit, Tran, je t'aime. Mais cette famille s'est déchirée il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais toujours du côté qui tenait bon. Il n'a pas eu de réponse à cela. La date du procès a été fixée 3 semaines plus tard. Sullivan était confiant. Harlan était prêt à témoigner. La documentation était solide. Et pour la première fois de ma vie, j'allais entrer dans une pièce et exiger d'être vu. Pas comme Michael le discret. Pas comme Michael la déception. Juste comme Michael. Le petit-fils aimé par un homme qui sculptait. Et qui sculptait parce qu'il était aimé par cet homme. Mais avant la date du procès, mon père a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 5 mois. Il a décidé de venir me voir. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est la conversation que j'attendais toute ma vie. C'était un mardi soir. Je finissais une commande dans mon atelier, un jeu médiéval pour un client à Portland, quand j'ai entendu un camion arriver dans mon allée. Je connaissais le son de ce moteur. Je l'avais entendu en grandissant. Le vieux Ford de mon père, celui qu'il avait avant ma naissance, celui qu'il prétendait conduire jusqu'à ce qu'on l'enterre dedans. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Gérald se tenait sur mon porche, l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur la planète. Il portait un jean, une chemise à carreaux, et la montre de Tran. Bien sûr qu'il portait la montre. Puis-je entrer, a-t-il dit. Je me suis écarté. Il est entré dans mon salon et a regardé autour de lui comme s'il inspectait un chantier. Ses yeux ont balayé les étagères où j'exposais certaines de mes pièces, les jeux d'échecs sur la table d'appoint, les photos encadrées de moi et d'Élise. Il n'a rien commenté. Assieds-toi, papa. Il s'est assis sur le canapé. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui. Nous nous sommes regardés. Il a parlé le premier. Ta mère dit que tu essaies de prendre la cabane. Je n'essaie de prendre rien. J'essaie d'honorer ce que grand-père voulait. Il a agité la main d'un air dédaigneux. Silas était sentimental. Il a dit beaucoup de choses ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes pratiques. Il l'a écrit, papa. Il l'a signé. Il l'a dit à son voisin. Il l'a dit à tante Della. Il voulait que j'aie la cabane. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore, c'est parce que maman a appelé l'avocat et l'a fait supprimer. Sa mâchoire s'est serrée. Ta mère essayait de garder les choses justes. Juste pour qui? Parce que ce n'était certainement pas juste pour moi.
Et ce n'était pas juste pour grand-père. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et m'a pointé du doigt de cette manière qu'il avait toujours quand il était sur le point de délivrer ce qu'il pensait être un argument inattaquable. Michael, tu fais une montagne d'une taupinière. C'est une cabane. Elle est vieille, a besoin d'un nouveau toit, la plomberie est foutue. Elle ne vaut pas ce que tu penses. Elle vaut tout pour moi. C'est tout le point. Et le fait que tu puisses comprendre ça est exactement pourquoi nous sommes ici. Il m'a fixé. Je pouvais le voir essayer de comprendre quand j'avais développé une colonne vertébrale. Quand l'enfant silencieux qui mangeait sa purée et acceptait ses dédains avec un sourire mince avait été remplacé par cette personne assise en face de lui, calme et immuable. Je ne suis pas venu ici pour argumenter sur une cabane, a-t-il dit finalement. Je suis venu parce que ta mère est contrariée, ton frère est contrarié, et honnêtement, Michael, je ne comprends pas ce qui te prend. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de me retenir. Tu veux savoir ce qui me prend? Je vais te le dire. Mais tu dois vraiment écouter. Pas hocher la tête et attendre ton tour de parler. Vraiment écouter. Il s'est rassis et a croisé les bras, ce qui était le langage de Gérald pour je tolère ça. J'ai passé 3 mois à te fabriquer un jeu d'échecs pour ton 60e anniversaire. Chaque pièce était sculptée à la main. Le roi était modelé d'après Papy Silas. Le plateau était en noyer et en érable. J'ai gravé une plaque de laiton sur le couvercle. C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai mis plus de moi dans ce cadeau que dans tout ce que j'ai jamais créé. Il a cligné des yeux. Je pouvais dire qu'il s'en souvenait à peine. Tu l'as ouvert à la fête, tu as dit H.M., c'est quelque chose, tu l'as posé sur la table à côté des assiettes à gâteau, et tu as passé le reste de la nuit à montrer la montre que Trent a achetée. Il s'est agité inconfortablement. Michael, j'ai dit merci. Tu as dit H.M., c'est quelque chose. Et puis le lendemain matin, je suis revenu chercher ma veste et j'ai trouvé le jeu d'échecs dans la poubelle sur le trottoir. Toujours emballé. Tu l'as jeté. Papa. Tu ne l'as même pas donné à l'armée du salut ou rangé dans le sous-sol. Tu l'as mis à la poubelle avec les assiettes en carton usagé. La pièce était morte de silence. J'ai vu son visage passer par environ 4 expressions en 5 secondes. Confusion, reconnaissance, défense, puis quelque chose que je n'avais jamais vu chez Gérald auparavant. La honte. Je ne savais pas, a-t-il commencé. Tu ne savais pas quoi? Que jeter un cadeau fait à la main de ton fils pourrait blesser? Que traiter quelqu'un comme s'il était invisible pendant 32 ans pourrait avoir des conséquences? Qu'est-ce que tu ne savais pas exactement, papa? Il a décroisé ses bras. Ses mains sont allées sur ses genoux et sont restées là. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas physiquement. Gérald était toujours un homme imposant. Mais quelque chose en lui s'était contracté. Je ne voulais pas le jeter, a-t-il dit doucement. Ta mère nettoyait et j'ai pensé que c'était, je ne sais pas, une décoration ou quelque chose que quelqu'un avait apporté. Il y avait une plaque de laiton qui disait pour papa au point. Il a fermé les yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas rejeter ou ignorer. L'épreuve était trop claire, la douleur était trop réelle, et j'étais assis juste devant lui, sans ciller. J'ai merdé, a-t-il dit. Ouais, papa, tu as merdé. Pas seulement avec le jeu d'échecs. Chaque sculpture que j'apportais à la maison et que tu ignorais. Chaque ruban que je gagnais et que tu ne accrochais jamais. Chaque conversation que tu ramenais à 30 pendant que j'étais à mi-phrase. Tu as passé ma vie entière à me dire de 1000 petites façons que je ne comptais pas. Et quand j'ai finalement arrêté de venir, tu ne t'en es même pas rendu compte pendant 5 mois. Il n'a pas discuté. Il est resté assis là, absorbant. Et puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si tu peux, ai-je dit. Mais je sais ce qui va se passer avec la cabane. Cette propriété va me revenir, parce que c'est ce que Papy Silas voulait, et j'ai les papiers et les témoins pour le prouver. Et je vais la restaurer. Je vais réparer le toit et la plomberie et le porche, et je vais l'utiliser comme mon atelier. Parce que c'est là que j'ai appris à devenir la personne que je suis. Et cette personne vaut la peine d'être connue, papa. Tu n'as jamais pris la peine de le découvrir. Il s'est levé lentement. Il m'a regardé un long moment. Puis il a regardé les jeux d'échecs sur mon étagère.
Et j'ai pu voir quelque chose changer derrière ses yeux. Comme s'il les voyait pour la première fois. Les voir vraiment. Les détails, l'art, les heures et les heures de travail patient et précis. Ce sont de belles pièces, a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit, lourde et brute, comme si les mots lui coûtaient quelque chose. J'ai failli croire qu'il le pensait. Merci, ai-je dit. Tu peux sortir. Il est parti. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé son camion s'éloigner. Élise est sortie de la chambre où elle nous avait laissé de l'espace. Elle m'a entouré par derrière et a dit, « Comment vas-tu » J'ai dit, « Je vais bien. » En fait, je vais très bien. 3 semaines plus tard, nous sommes allés au tribunal. Sullivan a présenté le testament manuscrit, Harlan a témoigné, et les notes de l'avocat ont été versées au dossier. Tante Della, à ma grande surprise, a témoigné qu'elle se souvenait que grand-père parlait de me laisser la cabane et qu'elle avait toujours été d'accord avec ça. Le juge a statué en ma faveur. La cabane et les 5 acres ont été transférés à mon nom. Ma mère a pleuré dans le couloir après. Tran se tenait à côté d'elle, l'air mal à l'aise. Mon père n'était pas là. Il avait refusé de venir. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu un colis par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. C'était moi à 12 ans, assis à l'établi de Papy Silas, tenant un petit oiseau sculpté avec un immense sourire sur mon visage. Au dos, dans l'écriture de mon père, il était écrit « J'aurais dû faire plus attention ». J'ai mis la photo sur mon établi à la cabane, juste là où grand-père l'aurait voulu. Il y a environ 1 an que tout cela s'est passé. La cabane est restaurée, nouveau toit, plomberie mise à jour, un atelier approprié avec un bon éclairage et une bonne ventilation. Je travaille là-bas la plupart des jours maintenant. Élise et moi avons emménagé ensemble, chez elle un peu plus loin, parce qu'il s'avère qu'aimer une vétérinaire signifie aussi avoir 3 chiens de sauvetage et un chat nommé Hank qui vous juge depuis chaque surface surélevée de la maison. Je lui ai proposé le mois dernier sur le porche de la cabane. Elle a dit oui avant même que j'aie fini la question. Mon entreprise prospère. 6 mois de liste d'attente, 2 autres articles dans les médias après l'émission d'Artisanat, et un accord pour vendre une collection limitée via un détaillant national. Le jeu d'échecs que j'ai fabriqué pour mon père, celui que j'ai sorti de la poubelle, est assis dans la cabane sur une table près de la fenêtre. Je ne l'ai jamais vendu. Il reste là comme un rappel. Pas de ce que mon père a fait, mais de ce que je vaux. Quant à ma famille, c'est compliqué. Ma mère et moi parlons occasionnellement. Elle essaie. Tran et moi prenons une bière de temps en temps. Il ne comprend toujours pas complètement, mais il fait des efforts. Et mon père ? Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais. Mais il est venu à la cabane une fois, il y a environ 2 mois. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste promené. Il a regardé l'atelier. Il m'a regardé sculpter pendant un moment. Avant de partir, il a posé sa main sur mon épaule et a serré. C'est à peu près aussi éloquent que Gérald. Je n'ai plus besoin de son approbation. J'ai passé 32 ans à sculpter des choses pour un homme qui ne pouvait pas les voir. Maintenant, je sculpte pour moi-même, pour Élise, pour des clients qui apprécient le travail, et pour la mémoire d'un grand-père qui a regardé un enfant silencieux avec un bloc de bois et a dit « Montre-moi ce que tu vois là-dedans ». Et chaque jour, je le lui montre.